Donc une personne vulnérable, c'est toute personne fragilisée par une situation de handicap, ou par son âge, ou par une situation d'illettrisme et ou d'électronisme, ou encore un chômage de longue durée. On va s'appuyer sur cette définition pour cette table ronde. Et à partir de là, reconnaître et renforcer la capacité à agir des personnes vulnérables, ça favorise leur participation active dans la société et leur épanouissement personnel. Ça implique de leur fournir des informations, les compétences et le soutien nécessaires pour qu'elles puissent exercer un contrôle sur leur propre existence, c'est ce qu'on appelle l'empowerment, et réaliser leur aspiration. Leur donner une voix et un pouvoir de décision, ça renforce leur sentiment d'appartenance et leur confiance en elles. Et la reconnaissance de leur potentiel passe par leur accès à l'éducation et à la formation. Donc les valoriser, ça implique également de combattre les préjugés auxquels elles peuvent être confrontées. Et en promouvant une culture du respect, de l'inclusion et de la diversité, on contribue à créer un environnement où chacun est reconnu pour sa valeur intrinsèque. Alors pour traiter de ces questions cruciales, nous avons réuni aujourd'hui 3 structures qui accompagnent des personnes vulnérables et dont l'expérience, les idées et les perspectives vont nous permettre d'enrichir très concrètement notre réflexion collective. Donc nous avons déjà les Active Action. Donc je vous laisse vous présenter, Pierre. Oui, bonjour. Donc effectivement, je m'appelle Pierre et je suis animateur bénévole pour Active Action, donc une association dont on vous parlera un petit peu plus en détail bientôt. Donc moi, à titre personnel, donc je suis avec Active Action depuis à peu près 4 ans. Je me suis orienté vers ces activités de bénévolat parce que j'étais précédemment dans une association qu'on avait créée avec des amis orientée sur la souffrance au travail. Et de la souffrance au travail à la recherche d'emploi, souvent il y a des passerelles, on va dire. Donc j'avais eu aussi l'occasion de collaborer avec des associations vraiment spécialisées sur la recherche d'emploi. Et j'ai découvert Active Action un petit peu par hasard, alors que je cherchais justement à me réinvestir tout en ayant moi-même une activité puisque je suis consultant indépendant auprès de start-up. Et comme je disais, j'ai découvert Active Action un peu par hasard au travers d'un article de journal. Et j'ai été très intéressé par leur approche qu'on développera un petit peu après. C'était créé par une équipe qui est jeune et dynamique. Et puis voilà, donc à peu près le parcours que j'ai chez Active Action. Merci Pierre. Écoutez, on passe à vous, Eva. Donc vous êtes de Discovia. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Eva, je fais partie de l'équipe Discovia. Je suis formatrice et spécialisée dans l'AFEST. C'est l'action de formation en situation de travail. Je supervise le déploiement de nos plateformes numériques, mais également les formations AFEST, tuteurs, pour les personnes en situation de handicap et de l'insertion. Donc le public, comme le disait bien Dominique, qui est en situation de vulnérabilité. Voilà. Merci Eva. Et puis on finit avec vous, Thibaut. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Thibaut Delavoye, je suis responsable de la plateforme d'appui aux structures de services à la personne parisienne pour une association qui s'appelle Ensemble Paris Emploi Compétences, qu'on appelle plus souvent EPEC. Alors l'EPEC en fait c'est tout simplement depuis 2016, c'est une structure associative opérateur de la mairie de Paris qui est née du rapprochement de la Maison de l'Emploi de Paris, dont vous avez certainement aussi entendu parler, et du PLI, du dispositif PLI de Paris Nord-Est. Le PLI, c'est le plan local pour l'insertion et l'emploi, donc qui accompagne des personnes plutôt très éloignées de l'emploi dans une approche un peu multidimensionnelle. Alors moi, mon rôle en tant que responsable de la plateforme d'appui aux structures parisiennes de services à la personne, c'est un secteur actuellement en fait qui connaît de très fortes tensions de recrutement, qui met en danger le secteur, mais qui met aussi en danger le service rendu aux personnes dépendantes à domicile. Donc nous, l'objectif, la raison d'être de cette plateforme, c'est d'aller chercher des personnes très éloignées de l'emploi, les former, les accompagner dans leur retour à l'emploi pour intervenir au domicile de personnes dépendantes. Donc on a à la fois cette double clé d'entrée de personnes vulnérables éloignées de l'emploi pour aussi rendre service, apporter une qualité de service aux personnes vulnérables à leur domicile. Merci Thibaut.
D'accord. Je vais faire l'effort pour les prochaines interventions. Donc, merci Thibault. Donc, en fait, chacune de vos structures s'appuie sur un dispositif différent finalement pour aider les personnes vulnérables à reprendre confiance en elles. Alors, pour l'EPEC, Thibault, cela passe par la revalorisation des métiers du care, du prendre soin, comme vous dites, grâce à l'information notamment. Oui, la formation, mais pas seulement. Alors, comme je disais, en fait, les métiers du prendre soin. La régie me signale que j'ai la bonne distance avec le micro. On va les appeler les métiers du prendre soin, hein, pour faire simple, parce que les services à la personne, c'est une nomenclature de 26 métiers. Mais bien évidemment, aujourd'hui, on parle en particulier de l'assistance aux personnes vulnérables, dépendantes, qu'on appelle de différentes façons, auxiliaires de vie, assistantes de vie ou plus récemment accompagnants éducatifs et social depuis la réforme du diplôme phare du secteur. Donc effectivement, l'idée pour nous, c'est que ces métiers qui trop longtemps ont été dévalorisés, ont été vus un peu comme une voie de garage, c'est de faire comprendre qu'en réalité ces métiers nécessite un haut niveau de professionnalisme, un haut niveau de compétences, un haut niveau de formation. Ce sont des métiers en réalité extrêmement exigeants. Ce ne sont pas des métiers qu'on fait parce qu'on n'a pas pu faire autre chose, parce qu'on a été refusé dans d'autres secteurs. Non, c'est un vrai choix. Et en contrepartie de cette exigence, en fait, ce secteur, aujourd'hui, qui s'est structuré, qui s'est professionnalisé, est en mesure d'offrir, ce qui est assez nouveau en réalité, est en mesure d'offrir de véritables perspectives d'évolution et de carrière aux personnes qui font le choix de ces métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les métiers, si on prend par exemple, encore une fois, le diplôme phare du secteur, qui est le DEAES, diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social, c'est un diplôme qui est valable au domicile, pour aider des personnes dépendantes, en situation dépendante, en perte d'autonomie, que ce soit une perte d'autonomie passagère ou durable installée. Mais ça vous permet aussi de travailler en établissement toujours auprès de personnes dépendantes, personnes handicapées ou fragilisées par l'âge, mais aussi auprès d'enfants. Ça vous permet de travailler en établissement, donc une maison de retraite, centre d'accueil de jour, voire en milieu scolaire, et même en hôpital. En plus, traditionnellement, dans ce secteur, les passerelles avec les métiers du soin sont très fortement encouragées parce qu'il y a une demande très forte aussi, une tension très forte sur les métiers du soin. Donc quand j'entends métier du soin, je parle évidemment d'aide-soignante et infirmière en premier lieu, mais aussi les professions paramédicales comme ergothérapeute. Donc nous, ce qu'on essaie de promouvoir d'abord auprès du public, mais aussi auprès des professionnels de l'emploi et de l'insertion qui accompagnent les publics les plus éloignés de l'emploi, c'est leur faire comprendre que vraiment les services à la personne d'aujourd'hui, ce ne sont pas les services à la personne d'il y a 15 ou 20 ans. Encore une fois, le secteur s'est structuré, s'est professionnalisé, il demande des compétences, mais il offre beaucoup de perspectives en échange. Et c'est vraiment notre clé d'entrée quand on va à la rencontre de nos publics sur ce sujet. Merci Thibault. Alors la clé d'entrée pour Discovia, par contre, c'est la FEST, l'action de formation en situation de travail. Exactement. Alors du coup, vous pouvez nous en dire un peu plus, Eva. Ah oui, je peux. Je peux. Vous pouvez. Vous m'entendez? C'est bon? Très bien. Donc Discovia est en fait une entreprise qui a une expertise depuis pas mal d'années sur le domaine de l'accompagnement des structures et des entreprises dans la montée en compétences de leurs employés. On a réussi à mettre, grâce à nos équipements, à nos ingénieurs, à mettre en place des trajectoires professionnelles. Autant dans l'entreprise où l'on va se déplacer, faire une analyse d'activité, savoir ce qu'est le travail réel par rapport au travail prescrit qui est demandé, parce qu'on sait très bien qu'il y a un grand gap entre les deux et qui est important. L'avantage de Discovia, c'est que nous entrons dans les structures, dans les entreprises, nous analysons l'activité réelle. On en fait un référentiel qui est propre à l'activité, et moi je le relie au fameux RNCP et des compétences de CAP, BEP, on va même sur des titres pro actuellement. Donc on est en capacité de faire le lien
entre le prescrit et le réel. On accompagne les structures à aider à faire monter en compétence leurs employés. Et par la même occasion, les métiers en tension, et ça on en parlera tout à l'heure lors du 3e point, on fait en sorte que les métiers en tension puissent accueillir, intégrer et faire monter en compétence tout en validant l'intégration de la personne dans l'entreprise. Et ça, c'est très important. On évite le turnover. On prend des personnes et on essaye de comprendre quels sont leurs freins quand elles sont issues de structures autant dans le handicap que dans l'insertion. On va essayer de comprendre les besoins de la personne et de les relier à celles de l'entreprise. Et c'est ça qui est important. Donc on a cette capacité chez Discovia de faire ce genre d'analyse, d'accompagner la structure jusqu'à la fin de l'intégration de la personne, et on continue encore, lors de l'insertion, de s'intéresser à comment se comporte l'entreprise avec l'employé et l'employé avec l'entreprise. Ça, c'est très important. Et on continue à les suivre jusqu'à ce que l'employé en insertion nous dise « bah, écoute, c'est bon, je peux voler de mes propres ailes ». Et on en a beaucoup comme ça. Je disais encore à midi à Dominique que je suis une personne qui est dans la vallée de la Roya, qui est en situation de handicap. Et grâce à la FEST, eh bien, elle a mis 4 ans, mais elle a réussi à avoir son CAP de boulangère pâtissière. Et elle en est super fière. Et elle a son diplôme. Et là, on l'a créée en AFEST. Elle a continué à travailler. On a validé ses compétences avec son tuteur. Et elle a pu aller jusqu'à une certification. Et c'est ça qui est important. On n'a pas forcément besoin de retourner sur les bancs de l'école. Sur son lieu de travail, on a cette capacité de dire oui, on va valider vos compétences avec votre tuteur. Moi, je forme vos tuteurs. Et on avance. Voilà. C'est ce que Discovia sait faire. Oui, merci. Monsieur. Alors, tout secteur. Je fais autant aide de vie aux familles. Je suis des personnes qui sont dans une association de puériculture. Je parlerai tout à l'heure de notre projet actuellement du périscolaire. Dans l'industrie, on peut aller sur plein de domaines. Et on sait s'adapter à tous les domaines. Oui. En fait, on valide au fil de l'eau les compétences de la personne. On établit donc un document avec ces compétences qui sont validées par un expert métier, et on apporte auprès des organismes certificateurs, hein, donc ça peut être l'AFPA, ça peut être l'Éducation nationale, et on dépose ce diplôme. Et la personne peut valider ses compétences sur le lieu de travail. Oui, vous avez une question ? Alors une VAE, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt déclaratif. La FEST, c'est constatif. On constate sur le lieu de travail que la personne est en capacité de faire son travail. Alors évidemment, il y a des strates, il y a des façons de faire, des mises en situation, des phases réflexives, parce qu'on demande aux apprenants de comprendre ce qu'ils font et de conscientiser leurs compétences. Et c'est pour ça aussi qu'on évite certains décrochages dans les milieux en tension en général. Alors la VAE intervient peut-être aussi un peu après, alors que finalement la FEST c'est en même temps. Oui, quelque tout part. à fait. Alors on va prendre encore une question, puis ensuite on va écouter ce que fait Active Action, parce qu'ils ont aussi un dispositif qui peut être intéressant. Monsieur, vous avez une question ? Eh bien, on en a fait un. On a fait un projet avec France Travail en POI, justement avec cette typologie de personnes. Donc, ils ont fait une formation de 4 mois en FLE et après 400 heures en AFEST, aide de vie aux familles.
Et ça a très bien fonctionné. Sur les 10 personnes, il y en a 6 qui ont eu leur diplôme CCP1, CCP2. Parce qu'à l'université, on est dans le de l'enseignement supérieur. Oui, tout à fait, oui. Oui, j'entends. Alors, je vous répondrai ultérieurement parce que c'est mon collègue qui est doctorant en AFEST qui saura mieux répondre à ce sujet que moi. Merci à vous. Alors du coup, vous, à Active Action, Pierre, comment ça se passe? Vous êtes plutôt sur la pérédance et la redonner confiance aux personnes vulnérables. Alors, aux personnes vulnérables, puisqu'on est dans ce thème, effectivement, de la vulnérabilité, le lien qui peut être fait par rapport à l'action qui est menée par Active Action et ce qui est proposé. Donc, comme j'ai dit, c'est une association qui est orientée sur l'accompagnement à la recherche d'emploi. Alors, il se trouve que les personnes qui sont en situation de recherche d'emploi, malheureusement, c'est un fait, se retrouvent assez souvent en situation de grande vulnérabilité. C'est d'ailleurs ce qui a été à l'origine de la création d'Active Action, où ces 3 personnes qui étaient jeunes, on parle souvent des problématiques d'emploi senior, mais l'emploi des jeunes, c'est aussi une problématique, se sont retrouvées donc, au même moment dans cette situation de recherche d'emploi, faisaient face à des sentiments qui sont négatifs. Alors, on peut en parler un petit peu, notamment parce que c'est souvent des sentiments qui reviennent, l'isolement, la perte de sens, la perte de confiance en soi, enfin, la liste peut être très très longue, et se sont dit, on va essayer de faire en sorte que cette période finalement soit une période constructive. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une période qui présente un certain nombre de difficultés, mais on peut faire en sorte, et ça va être ce qui a été le moteur de ce qui est proposé aujourd'hui par Active Action. Alors, notamment, un des sentiments qui ressort souvent, c'est un sentiment d'isolement. On sait qu'en situation de recherche d'emploi, on est très souvent face à un grand risque en termes de risques psychosociaux, justement, avec un fort sentiment d'isolement. Et une des approches clés de tout ce qui est proposé par Active Action, c'est de sortir de l'isolement. Alors, comment on fait ça? C'est pas la seule approche, mais tout ce qu'on va proposer, c'est par le biais d'ateliers collectifs. Donc ces ateliers collectifs, comme je l'ai dit précédemment, vont avoir pour but de faire en sorte qu'on aille au-delà de ces sentiments négatifs et qu'on puisse faire quelque chose de constructif dans cette période de recherche d'emploi. Notamment, on va énormément être axé sur tout ce qui concerne les savoir-être ou les compétences comportementales, donc sur le travail en équipe, la façon de se présenter, l'expression orale, il y a beaucoup de choses. Tous les ateliers vont permettre de pouvoir développer ces compétences. On va faire en sorte aussi que les personnes qui, comme je disais, peuvent se trouver dans des situations d'interrogation, de doute par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à ce qu'ils veulent faire, vont pouvoir, au moyen de ces ateliers, pouvoir faire des bilans, pouvoir mieux mettre en valeur ce qu'ils ont fait, pouvoir aussi réfléchir et se mettre en action par rapport aux orientations qu'ils peuvent prendre. Donc ça, c'est le principe. Les ateliers qui sont proposés sont des ateliers en présentiel ou en ligne, donc comme j'ai dit, toujours en collectif, on parle beaucoup de co-construction. Ils sont toujours faits dans un esprit d'écoute, de bienveillance, d'expression libre. Donc on a un certain nombre de valeurs qui sont véhiculées et qui sont mises en œuvre dans ces ateliers. Typiquement, la taille des ateliers, c'est de 2 à 10 personnes, typiquement, comme je l'ai dit, en présentiel ou en ligne, donc ce qui permet à toutes les personnes, quel que soit l'endroit où elles se trouvent en France, de participer. Les ateliers ont des thématiques qui sont assez différentes. Alors je disais par exemple le fait de pouvoir aller et de trouver des solutions. On pratique beaucoup l'optimisme, donc le fait de trouver des solutions par rapport à des situations qui sont difficiles. Le fait de pouvoir se présenter, pitcher sur soi-même, sur son projet, parce qu'il y a pas mal de personnes qui effectivement ont envie de se lancer dans une création d'activité. Donc là aussi, on va pouvoir les aider à mettre en forme ces projets-là, interagir en équipe, etc. Et au cours des ateliers, en fait, en tant qu'animateur, on va être là en position de facilitateur, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour donner des conseils. Vraiment, les solutions, elles vont être apportées par l'ensemble des participants qui viennent de tous horizons. On a des profils qui sont très très variés et c'est aussi ce qui fait la richesse. Il y a certaines personnes qui d'ailleurs vont refaire le même atelier parce qu'en refaisant le même atelier avec des personnes différentes, ça va leur permettre de découvrir à la fois des choses nouvelles sur elles-mêmes et des solutions aussi nouvelles. Voilà.
un petit peu ce qu'on peut dire sur la façon. Alors oui, encore juste pour rentrer un peu plus dans le détail dans le fonctionnement des ateliers, comme je dis, toujours en co-construction, donc des activités qui sont collectives. Donc on va avoir des temps variables au cours des ateliers, typiquement qui durent en général 3 heures, avec des activités très, très variées, où on va être à la fois donc, tous en groupe, donc avec cette notion de création de groupe, des moments où, au contraire, les personnes vont être amenées à réfléchir par elles-mêmes. On va les faire parfois avoir des activités en binôme ou en sous-groupe. Et on va être là aussi, comme je disais, non pas pour leur donner des conseils, mais leur donner des outils qui vont être en capacité de réutiliser au-delà de l'atelier. Donc des outils qui sont en général assez simples, mais qui leur permettront de pouvoir continuer. Merci voilà. Pierre. Alors on va peut-être aussi partir sur des choses un peu concrètes, opérationnelles. Eva, vous voulez commencer sur, notamment, vous avez parlé du périscolaire. Oui, j'ai envie de parler de notre dernier projet Périsco. Alors, on a embauché une de nos collègues chez Discovia qui est une directrice qui a plus de 20 ans de métier dans le Périsco. Elle a été directrice pendant 20 ans. Donc, imaginez son expertise métier. On s'est rendu compte, et je pense que c'est le cas aussi dans la région parisienne, que tous les services périscolaires sont en pénurie et en manque de personnel, notamment du personnel qualifié. Donc on est parti sur un projet où on s'est dit, eh bien, on sait que dans le bassin de notre région, nous avons des personnes qui sont en insertion et notamment beaucoup de femmes. Et on s'est dit, tant qu'à faire, beaucoup voulaient travailler dans le métier du périscolaire et de la petite enfance. Eh bien, on s'est dit, on va sourcer ces personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis très longtemps, voire n'ayant jamais travaillé, parce que souvent ce sont des mères de famille qui veulent réintégrer ou s'insérer dans la vie active. Et on s'est dit, prenons le pari d'essayer. Donc nous avons 7 personnes que nous suivons actuellement. Et donc on s'est dit, on source ces personnes. Notre collègue les a formées, d'accord, sur les bases des différentes strates de l'enfance, de 0 à 3 ans, de 3 à 6 et de 6 et plus. Donc une formation de base, et on est allé voir les structures de périscolaire et on leur a proposé de faire ce qu'on appelle donc la FEST, c'est-à-dire qu'on leur proposait de former et de suivre la montée en compétences de personnes issues de l'insertion dans leur structure, qui allaient travailler en binôme avec des personnes qu'ils ont déjà dans leur structure. Eh bien, actuellement, je peux vous assurer que sur les 7, là ça fait 1 an qu'on suit le projet, sur les 7 personnes, les 7 sont employées. Donc c'est vraiment... et elles sont au bout de leurs compétences. Elles ont quasiment validé toutes les compétences d'animatrices en périscolaire, en sachant que certaines ne parlaient quasiment pas le français au départ. Donc on est quand même arrivé à valider des compétences, à faire monter en compétences ces personnes-là, et elles sont toutes employées. Toutes employées parce que elles ont été suivies par notre directrice de Périsco, qui est allée les voir, qui a travaillé sur les mises en situation, qui a travaillé pendant un certain temps sur les formations, sur la réflexivité, en se disant alors, je t'ai observé pendant l'heure du repas, tu as distribué le repas, alors explique-moi où étaient tes difficultés, comment ferais-tu la prochaine fois? Et c'est une histoire de questions-réponses, pas pour évaluer, mais pour comprendre le schéma intellectuel de la personne et savoir où elle en est dans sa conscientisation du métier finalement. Et on avance pas à pas avec cette personne qui est en extérieur et qui fait de la FEST. Voilà. Alors, juste, oui, j'étais en train de penser que finalement, cet exemple, Eva, nous donne bien la différence avec la VAE auquel il a été fait référence tout à l'heure, où on voit bien que la VAE, en fait, va permettre de certifier des choses qui ont été acquises et donc de boucler la boucle, si je puis dire, alors que là, sur la FEST, on apprend vraiment en même temps les choses. On n'est pas sur la même temporalité, si je puis dire. C'est ce que je vous dis, elles vont être certifiées en tant qu'animatrices périscolaires. Animatrice périscolaire. Animatrice périscolaire.
Madame ? C'était un projet territorial. Non, là c'était un projet territorial PIC. Elles sont rémunérées par la structure périscolaire, oui. Mais il y a toutes sortes de possibilités avec la FEST pour la rémunération des personnes, hein. On peut très bien faire, par le biais de France Travail, une période de PMSMP suivie d'une intégration plus longue de quelques semaines et basculer sur la vision AFEST. Et à ce moment-là, l'entreprise va employer la personne et au nombre d'heures qu'il aura validé et mis en pratique en AFEST, il va pouvoir le remonter à certaines OPCO qui vont les financer en partie. Alors Pierre, vous avez vous aussi un exemple concret ? Oui, une des propositions d'Active-Action justement pour permettre aux personnes, donc comme on disait, d'utiliser cette période de recherche d'emploi pour en faire une période très constructive, c'est justement la possibilité qui est donnée donc aux personnes qui sont avec Active-Action de devenir eux-mêmes animateurs. Parce que c'est une façon justement de s'investir et de continuer justement à développer un certain nombre de compétences, alors pas les compétences techniques qui peuvent avoir été acquises dans d'autres circonstances, mais ces fameuses compétences savoir-être. Donc il y a justement un parcours qui est prévu à cet effet, que moi-même j'ai d'ailleurs effectué. Active-Action a, je crois, formé à peu près 400 personnes qui sont devenues animateurs. Donc souvent les personnes vont faire ça de manière pas forcément très prolongée, mais vont pouvoir se consacrer à ce parcours-là et devenir elles-mêmes donc des acteurs au sein donc de l'association et donc animer ces ateliers dont je vous ai un petit peu parlé précédemment. Alors ce parcours, sans rentrer dans le détail, on commence soi-même par participer à ces ateliers et après, donc, c'est très structuré. On insiste beaucoup sur ce que j'appelais la posture du facilitateur avec les approches dont j'ai parlé, dans la bienveillance, l'écoute, etc., etc. Le fait de ne pas être là pour apporter les solutions, mais faire en sorte que chacun puisse exprimer et trouver les solutions et partager, puisqu'on est tout le temps dans cette notion de partage. Et alors, peut-être une illustration, parce que moi, je l'avais fait à titre personnel, comme je disais, pour un investissement qui m'intéressait dans cette activité bénévole. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à la fois en tant que participant, mais aussi en tant qu'animateur, finalement, dans mon activité professionnelle, ça m'a apporté énormément de choses. Ce qui fait dire que les outils, les méthodes qu'on met en pratique au cours des ateliers, bien évidemment, ils ont pour priorité de ramener et d'aider les personnes à retrouver un emploi ou de créer leur propre activité, comme je le disais. Mais aussi, on se rend compte que c'est aussi des outils qui vont pouvoir être utiles dans l'activité après, une fois qu'ils sont retournés dans l'activité. Parce que tout le monde le sait, hein, c'est pas facile de trouver un emploi, mais on sait aussi qu'une fois qu'on est en emploi, la route n'est pas très simple. Et finalement, ce dont moi je me suis rendu compte à titre personnel, c'est que finalement ces approches-là, elles sont aussi très utiles quand on a pu retourner à l'emploi. Donc c'est une illustration un peu personnelle que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez des questions d'ailleurs par rapport à ce qui a pu être dit sur Active-Action. Parce que finalement, ça renforce le pouvoir d'agir global. Plein de choses, ça renforce la créativité, ça renforce l'écoute, comme je disais, la façon de travailler en équipe. Il y a énormément de choses qui sont mises en œuvre, qui vont être utiles. En général, alors je ne sais pas si on avait un petit visuel, je ne sais pas si on a oui, il ne passe pas le visuel. Il ne passe pas, donc c'est pas grave. Fabrice n'arrive pas à faire passer le visuel. Qui vont être utiles. En général, les gens y trouvent un bénéfice effectivement dans leur recherche d'emploi. Donc ça, c'est la première finalité. Mais aussi, voilà. Donc je vous laisse sans les commenter, regarder un petit peu ce qui ressort de nos enquêtes auprès de personnes qui ont participé à ces ateliers. Mais comme je disais, qui vont être également utiles dans les situations d'emploi, puisque ils auront eu l'occasion de découvrir un certain nombre d'outils et de pratiques au cours de ces ateliers. Super, merci Pierre. Alors du coup, Thibaut, vous allez nous donner aussi un exemple concret. Absolument. On va rentrer. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Effectivement, tout à l'heure, j'ai dit, on a fait le constat en fait qu'on avait d'une part une forte tension sur les métiers des services à la personne, les métiers du domicile.
donc avec un défaut de service rendu aux personnes les plus vulnérables, et que de l'autre, on a de très nombreuses personnes éloignées de l'emploi qui sont en attente d'opportunités professionnelles, de pouvoir se construire une carrière, de pouvoir s'insérer professionnellement, socialement. Donc une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait ? Bien écoutez, c'est très simple. Moi, j'ai rouvert cette plateforme d'appui aux structures de services à la personne le 25 avril 2022. Ça fait donc tout juste 2 ans demain. Dans un premier temps, on a pris notre bâton de pèlerin pour aller à la rencontre de tous les professionnels de l'emploi et de l'insertion parisiens, des agences Pôle emploi les plus en vue et les plus importantes, aux régies de quartier, en passant par les espaces parisiens pour l'insertion. Et on a dit à tous les professionnels qu'on a rencontrés, il a déjà fallu les convaincre du bien fondé de notre démarche et d'illustrer, de prouver à quel point il y avait des opportunités dans ce secteur. Mais aussi, on leur a apporté une expertise, un regard métier pour les aider. Je crois qu'on parlait de co-construction tout à l'heure. Nous aussi, nous sommes dans la co-construction, en fait. C'est-à-dire que nous aidons les professionnels de l'emploi à construire, avec les demandeurs d'emploi, un projet en direction du secteur des services à la personne. La plateforme, nous, on se positionne en appui à la validation des projets professionnels. Et en général, on étudie, avec les demandeurs d'emploi et les professionnels qui les accompagnent, on étudie 3 solutions. Il y a 3 solutions. Il y a un retour à l'emploi direct, une mise en relation avec les employeurs. Quand la personne a un petit peu d'expérience, quand elle a un profil qui nous paraît collé aux prérequis du secteur, on va dire. Ça, je vous avoue que ce n'est pas le cas de figure le plus courant, bien évidemment, parce qu'on parle de personnes quand même très éloignées de l'emploi, encore une fois. La deuxième solution qu'on envisage, c'est bien entendu celle de la formation, au sens très large, c'est-à-dire mobiliser toutes les ressources du territoire qui existent en matière aussi de préqualification. On parlait d'AFEST ou de POI, de préparation opérationnelle à l'emploi individuel ou collectif d'ailleurs. Enfin, il y a beaucoup de dispositifs territoriaux à mobiliser pour permettre un retour à l'emploi de ces personnes, soit par de la préqualification, soit par de la formation directe. Je rappelle aussi qu'à travers des dispositifs de France Travail et de la région, il y a énormément de places de formation sur les principaux diplômes et titres professionnels du secteur qui sont totalement financés. Donc il y a des opportunités de formation très importantes dans ce secteur. Mais on s'est aperçu en fait, ça ne suffisait pas. Parce qu'entre le faible volume de candidatures immédiatement employables et l'autre difficulté qu'on a observée, qui était le fait que les personnes souvent refusaient de se former, pour des raisons diverses que certains d'entre vous connaissent. Il ne nous appartient pas de les analyser aujourd'hui, mais on peut imaginer que ça tient un peu d'un manque de confiance en soi ou plus souvent aussi de l'urgence d'avoir tout de suite un contrat de travail et un revenu, ce qui est parfaitement compréhensible et légitime. Donc depuis la fin de l'année dernière, on travaille aussi beaucoup avec les structures d'insertion par l'activité économique, ce qu'on appelle l'IAE, qui ont des missions dans le secteur des services à la personne. Et ces structures nous aident à remplir un peu un double objectif. C'est-à-dire qu'on répond à la fois aux besoins légitimes des personnes d'avoir un contrat de travail, d'avoir un revenu, de commencer à s'insérer professionnellement. Mais ça permet aussi, dans certains cas, de résoudre la question du déficit de compétences qui font que ces personnes ne sont pas immédiatement employables sur le marché du secteur des services à la personne. Parce que à travers l'IAE, elles vont évidemment bénéficier d'un suivi socio-professionnel, mais elles vont aussi très concrètement mettre la main à la pâte, comme on dit, et se faire une expérience qu'elles vont pouvoir revendre, entre guillemets, aux structures de services à la personne. Et le quatrième point sur lequel on travaille, puisque quand on a décrit tout ça, en fait, de quoi on parle tout simplement de reconstituer une filière métier sur le territoire. Filière qui s'était un petit peu désagrégée avec le temps. Le quatrième volet sur lequel on travaille, c'est bien entendu sur celui de la formation en situation de travail. On parlait d'AFEST tout à l'heure. On s'est rendu compte aussi que les employeurs du secteur aujourd'hui misaient encore assez peu sur les dispositifs de formation qui leur étaient proposés par les différents acteurs, que ce soit France Travail, les OPCO ou autres. Donc il y a tout ce travail aussi de sensibilisation qu'on fait auprès des professionnels, auprès des employeurs,
pour les aider à s'emparer de ces différents dispositifs et faire en sorte que les personnes recrutées vont aussi se maintenir en emploi. Donc, quand on parle de difficultés de recrutement dans ce secteur, il ne faut pas oublier qu'il y a une autre difficulté, pas des moindres, qui est celle de maintenir les personnes en emploi. Voilà. Donc tout ça pour dire, pour être encore plus concret, j'ai pris quelques chemins de traverse, mais ça me paraissait important de rentrer dans le détail. Sur l'année 2023, qui était la première année pleine d'exercice, nous avons accompagné en tout 166 demandeurs d'emploi et avons permis, alors certains sont toujours dans la file active, certains font toujours l'objet d'un suivi, mais nous avons permis le retour à l'emploi, l'entrée en formation d'une vingtaine de personnes à peu près dans ces secteurs spécifiques des services à la personne. Merci Thibault, et quelque part vous avez raison de souligner qu'en fait il existe quand même beaucoup de dispositifs, de formations ou autres, et que finalement on se rend compte que les entreprises et ou les personnes en recherche d'emploi les connaissent assez peu, malgré une certaine publicité. Donc il y a encore pas mal d'efforts à faire, parce que franchement, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Alors rien n'est parfait, on pourrait faire encore plus, mais c'est vrai, par exemple, la FEST est quand même quelque chose qui existe depuis des années maintenant et qui est très peu connu finalement. Mais on va peut-être prendre les questions de la salle. Qu'en pensez-vous ? Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Madame, oui. Oui, l'alternance fait partie des solutions qu'on étudie, bien sûr. C'est une troisième solution. Absolument. Par rapport, alors vous disiez, le problème c'est de rentrer dans l'emploi et aussi de se maintenir dans l'emploi. Donc sur un secteur comme ça où le turnover est terrible, si on prend des aides à domicile, etc., est-ce que votre plateforme aide les employeurs à travailler sur le maintien dans l'emploi ? Oui, absolument. En fait, alors étant donné la thématique du jour, je me suis concentré sur les actions de la plateforme en direction des publics demandeurs d'emploi. Mais je vous remercie de poser cette question parce que ça me donne l'occasion de parler de l'autre volet, qui est celui de l'accompagnement des structures de services à la personne parisienne. Actuellement, on travaille avec un portefeuille d'environ 300 structures. Et l'idée principale auprès de ces structures, c'est de les aider à améliorer leur offre de travail, en réalité. Voilà. C'est-à-dire travailler sur tout ce qui est la QVCT, je sais que c'est un terme à la mode, mais en fait qualité de vie et des conditions de travail, et faire comprendre à ces structures, à ces employeurs, qu'en fait la problématique de turnover que vous avez évoquée, madame, ils ont une grosse partie de la réponse entre leurs mains, en travaillant sur les conditions de travail. Alors, conditions de travail dans le secteur des services à la personne, puisqu'on parle de domicile, on va parler par exemple de sectorisation des interventions. Vous savez que ce sont des personnes qui vont chez 5, 6, 7 clients dans la même journée. Si on ramasse les interventions sur un même secteur, sur un même quartier, on a beaucoup plus de chances de préserver ces équipes, de limiter la fatigue, de limiter les accidents de travail, etc. Et donc, au bout du fil, de freiner un peu cette usure professionnelle, d'améliorer les conditions de travail, de maintenir les personnes en emploi. C'est un exemple parmi d'autres, mais en collaboration donc avec des structures publiques comme l'ARACT, par exemple, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. On met en place des formations à destination des employeurs pour initier des démarches QVCT, qualité de vie et des conditions de travail, dans leur entreprise. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un point tout simplement, encore une fois, qui tient au secteur lui-même et au législateur, qui a fait en sorte quand même d'accélérer un peu la professionnalisation, la structuration du secteur et la mise à niveau de certaines pratiques qui étaient absolument hors cadre et inadmissibles jusqu'à présent. Je pense que peu de personnes savent dans la salle qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les temps de trajet intervacation, donc le temps de trajet entre deux clients, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré à ce titre. Voilà. Il n'y a plus de différence. Moi, j'ai connu l'époque, ça fait 15 ans que je suis dans le secteur des services à la personne, j'ai connu l'époque où ces temps de trajet intervacation n'étaient pas payés. De la même façon, je
désolé de dire les choses de façon aussi crue, mais une personne âgée, ça a le mauvais goût d'être hospitalisée, voire de décéder des fois. Donc vous pouvez vous retrouver avec d'énormes trous dans les plannings des intervenantes. Aujourd'hui, les intervenantes sont rémunérées uniquement au contrat. Elles signent un contrat de travail d'un certain nombre d'heures avec leur employeur et ne sont plus tributaires des aléas de planification liés à des pertes de clients. Voilà. Mais ça, encore une fois, le secteur n'a pas forcément été très habile dans sa capacité à le donner à lire au public et aux professionnels de l'emploi et de l'insertion. C'est donc aussi un des rôles de la plateforme de jouer ce rôle d'ambassadeur, donc de travailler auprès des entreprises, encore une fois, sur l'amélioration de l'offre de travail, mais aussi de faire, à travers les actions de promotion des métiers que j'évoquais tout à l'heure, de donner à lire ces progrès structurels, sectoriels qui ont eu lieu depuis 10-15 ans. D'autres questions? Oui, madame? J'ai une question par rapport à la FEST. Moi, je suis conseillère en insertion professionnelle dans une SIAE. Si je pense que ça pourrait être intéressant pour une personne que j'accompagne, c'est quoi la première étape? Est-ce qu'il faudrait se rapprocher de son conseiller qui travaille? J'imagine qu'il y a une dimension tripartite entre l'employeur, vous et... Il peut y avoir effectivement des solutions tripartites avec les SIAE, les entreprises et France Travail ou d'autres en plus des employés, oui. Il y a des possibilités. Par contre, on commence là. C'est quoi le premier pas? Le premier pas, c'est de trouver une structure dans laquelle, une structure qui veuille faire de la FEST. C'est-à-dire que vous avez une personne, vous la suivez. C'est ce que on a une collègue qui est CIP aussi dans notre structure chez Discovia. Et donc, il faut que l'entreprise qui est d'accord de prendre en charge et de faire monter en compétence la personne soit d'accord de travailler sur cette méthodologie qu'est la FEST. D'accord. Et du coup, par exemple, moi, je ne me sens pas suffisamment au courant ou informée pour pouvoir me présenter en fait la FEST et me donner envie d'aller. Donc, qui est-ce qui est capable de faire ça? C'est à moi de me former ou bien... Non, ce que je peux vous proposer de faire, c'est qu'on en discute. Je vous donne ma carte et je vous explique comment est-ce qu'on peut avancer sur la FEST. Mais il y a plein d'opcos, notamment Uniformation, je l'ai en tête là, on en parlait tout à l'heure, qui proposent des formations dans les structures de moins de 50 personnes sur la FEST. Et c'est une des meilleures méthodes en général. Mais on peut en reparler tout à l'heure. Oui, madame? Ah bah. Tiens. Et je suis ingénieure de certification. En effet, moi, je suis complètement persuadée que la FEST est un levier extrêmement intéressant et, comme vous l'avez dit, beaucoup trop méconnu. Et ça, c'est juste sur le site internet de l'Uniformation. Ça ne vous aidera pas du tout le conseil de Jonathan, mais sur uniformation.fr, nous avons on vient juste de sortir un guide de la FEST qui est vraiment premier niveau. Donc je pense que sur n'importe quel moteur de recherche, vous faites une formation guide à FEST et vous le trouverez. Alors après, c'est juste un guide écrit, hein, ça ne vaudra pas les conseils que... Enfin, moi, je suis persuadée que les conseils iront beaucoup plus loin. En fait. Oui, bien sûr, mais effectivement... Et on a fait ça parce qu'on s'est rendu compte que la FEST est trop méconnue et que... Enfin, un peu des informations sur ce que c'est. Merci. Madame? Oui, je reprends donc les deux interventions précédentes. Donc, si on accompagne quelqu'un de très vulnérable, qui trouve une entreprise qui doit bien quand même tester, je dirais, le profil de cette personne-là, il peut lui-même proposer la possibilité de faire de la FEST, et après on s'oriente vers une structure, genre la vôtre, madame, peut-être, pour faire en sorte qu'il y ait un parcours à FEST qui se réalise et que cette personne soit identifiée, qu'il y ait des certifications, c'est ça? Il faut que la structure se forme. Il faut que l'entreprise soit formée à la FEST, préalablement. Supplémentaire à cette personne vulnérable, orientez-vous vers une entreprise qui est déjà formée à la FEST. Oui. Non, mais j'essaie de trouver une voie rapide.
je comprends. Après, il ne faut pas oublier que la FEST est effectivement très séduisant, mais ça ne se fait pas non plus en soufflant dessus, vous avez bien compris, hein, puisqu'il faut que l'entreprise elle-même se forme à la FEST. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres possibilités, comme la POE dont on a parlé, la préparation opérationnelle à l'emploi, la FPR, l'action de formation préalable au recrutement, qui peuvent être, selon les cas et si c'est possible pour la personne, des façons de se former beaucoup plus rapides. Mais bon, après, à voir en fonction des situations. Un petit mot de la fin, Pierre, vous voulez conclure? Conclure. Non, donc déjà pour vous. Oui, pour nous. Donc encore une fois, vous avez vu passer peut-être rapidement le nom de notre association Active Action. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, le site est très bien renseigné. Vous avez la description de tous les ateliers qui sont proposés. J'ai mentionné donc des activités qui sont tous autour de la recherche d'emploi. J'ai pas mentionné aussi que pour les personnes, encore une fois, dans l'objectif de l'association de créer une sorte de communauté, ça donne aussi la possibilité d'avoir des ateliers qui, eux, vont être plus ludiques un petit peu aussi pour que les gens ne soient pas uniquement focalisés sur leur recherche d'emploi, parce que par moment, ça peut devenir obsessionnel. Donc, il y a ça aussi qui est proposé. Voilà. Et puis, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Oui, peut-être, justement. Excusez-moi, je reviens Oui, sur la FEST. allez-y. Pour moi, la FEST, c'est plus une modalité de formation qu'un dispositif en soi. Et donc, c'est une modalité qui peut déjà être mobilisée dans le cas d'une AFPR, d'une POE. C'est pas uniquement dans la situation salariée. Exact. Oui, tout à fait. Puisque vous avez le micro. Oui, tant qu'à faire. Hein le mot de la fin, bien, c'est tout comme Pierre. Donc, notre structure, c'est Discovia. On pourra échanger juste après, si besoin, avec les unes et les autres par rapport à certains sujets. Nous avons également un site. Vous pouvez aller sur le site, demander à avoir une entrevue avec l'un de nous. On est en capacité de faire des webinaires, on fait souvent des visios, parce qu'on est souvent en déplacement. Et on peut effectivement répondre à pas mal de questions et vous aider dans cette approche qu'est la FEST. Joubert, s'il vous plaît, si on peut avoir l'affichage du slide. Parce que là, je ne sais pas. Voilà, merci beaucoup. Comme ça, les gens ont les noms des structures et tout. Merci, c'est gentil. Alors Thibault, un petit mot pour finir ? Alors déjà, je ne suis pas président de Ensemble Paris Emploi Compétences. Non, mais écoute, on vous fait monter, allez, en compétences. On est dans le printemps des compétences. C'est une présidente, en l'occurrence, qui est Geneviève Garrigos, qui est conseillère du 20e arrondissement et qui est, d'ailleurs, pour l'anecdote, ancienne présidente d'Amnesty International France. Écoutez, oui, Ensemble Paris Emploi Compétences, plateforme service à la personne, métier du domicile. Je vous ai décrit notre offre de service, notamment à l'attention des publics. Donc, je vous invite à nous contacter si vous accompagnez des personnes ou si vous avez vous-même un projet en direction du secteur des services à la personne. Je tiens à préciser juste que dans mon équipe, j'ai une conseillère en insertion professionnelle diplômée qui est passée par le secteur des services à la personne en tant que directrice d'agence. Donc j'ai trouvé un mouton à 5 pattes pour... elle serait pas contente si elle m'entendait parler comme ça. Pour m'aider dans cette tâche extrêmement ambitieuse de reconstitution de la filière. Donc ça pour dire qu'on a vraiment aussi les ressources en interne pour vous aider dans la concrétisation de ces projets ou tout simplement pour vous aider à y voir plus clair sur le secteur des services à la personne. Donc écoutez, on se tient à votre totale disposition et j'espère vous revoir très bientôt. Ou même tout à l'heure, une fois que j'aurai posé mon micro. En tout cas, écoutez, merci à tous pour votre écoute. Moi, en tant qu'animatrice, j'ai été ravie de participer à cette table ronde. Personnellement, je suis présidente de Vise Emploi, donc c'est une association qui accompagne les personnes en recherche d'emploi depuis 20 ans déjà. Et du coup, j'ai beaucoup appris moi-même, des choses qui vont être très très utiles pour les personnes qu'on accompagne. Donc merci à tous, merci à vous d'être venus et nous avoir écoutés. Et bon retour.